Bienvenue dans Vie de mère. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison Et moi, Margot Alquier. et dans ce podcast, on part à la rencontre des mères de toute la France. Notre but, Remonter à la racine de leur engagement, comprendre leur quotidien leurs difficultés et leur réussite. et peut-être Vous donner envie de vous bouger, vous aussi, pour votre commune. vie de mère. C'est une sacrée vie de mère. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode doublement spécial. Premièrement, parce que nous sommes très heureuses de vous annoncer que cet épisode est le premier d'une série réalisée en partenariat avec le Média Brut, spécialement pour les municipales de 2026. Avec eux, on vous transporte en images pendant 24 heures dans les coulisses du quotidien d'un maire, et pas n'importe lequel, sans oublier bien sûr de le faire passer sur le divan de vie de mère. Donc après avoir jeté une oreille à cet épisode, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à aller jeter un œil, cette fois-ci, au reportage réalisé sur l'illustre Thibaut Renaudin, maire de la commune de Thermes-d'Armagnac, qui, d'après ses quelques 250 habitants, n'est autre qu'un petit coin de paradis gersois. Pourquoi le Gers? Le Gers, c'est le pays où on fait bon vivre. Et pourquoi Thermes d'Armagnac? Ici, l'accueil, mais on n'a pas, comme je dis, on n'a pas trouvé un village, on a trouvé une famille. Avec Thibaut, le maire, mais il nous a accueillis, mais ça a été génial. On est arrivé ici, Aline, elle a eu un souci de cancer, mais il y a une solidarité autour. En fait, moi j'habite ici depuis 20 ans et j'ai pas besoin d'aller en ville. Parce que culturellement, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est assez incroyable, ce village il est incroyable. Ça donne envie de venir vivre à Thermes d'Armagnac. C'est pas historique. Non, ça ferait trop de monde, il ne faut pas venir. La deuxième spécificité de cet épisode est qu'aujourd'hui, nous ne recevons pas un, mais deux invités, que sont Thibaut, on l'a déjà évoqué, et Dany, qui tous deux ont été successivement maires de Thermes d'Armagnac, mais qui surtout ne sont autres que mère et fils. Alors avec Clémentine, on a voulu comprendre. Est-ce qu'avoir la commune chevillée au corps est une question héréditaire? Est-ce que l'engagement est une affaire d'éducation ou d'ADN? Et comment est-ce que, en quelques décennies, ces deux membres de la famille Renaudin ont contribué à faire de Thermes d'Armagnac une forme d'Eldorado du vivre ensemble? Et pour cela, je vous laisse entre les mains de Clémentine pour découvrir une histoire de famille, mais surtout une histoire d'engagement collectif. Car au-delà de la transmission, ensemble, ils ont parlé aussi de la façon dont on redresse une mairie avec presque rien dans les caisses, de la tour médiévale qu'ils ont sauvée de la ruine pour en faire le cœur battant du village, de la culture de la bienveillance, en remettant les aînés au cœur de la vie du village et en commençant pour cela par la transformation de la cuisine de l'EHPAD où les repas y sont désormais cuisinés sur place à partir de produits bio et locaux. Bref, ensemble ils ont parlé de tout ce qui fait que quand on pose ses valises à Thermes d'Armagnac, on ne se contente pas d'habiter un village, mais on contribue à le faire vivre. Bonne écoute. Monsieur et Madame la maire, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir à Thermes d'Armagnac aujourd'hui. Je suis ravie d'être là avec vous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation? Pourquoi est-ce que vous êtes tous les deux au micro de Vie de mère aujourd'hui? Parce que tu nous as demandé. Et pourquoi je vous ai demandé? Tu nous as demandé parce que je suis le maire d'un petit village, comme tu viens de le dire, qui s'appelle Thermes d'Armagnac, depuis 5 ans et demi, et que je suis à côté de ma maman, qui était avant maire de ce petit village pendant 3 mandats. Et donc j'ai pris la suite il y a 5 ans et demi. Vous voulez ajouter quelque chose, Dany? Non. La description est fidèle? Oui, absolument. Très bien. On va commencer par vous, Dany. Donc, vous avez été maire de Thermes d'Armagnac. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petite? J'avais rêvé d'être médecin. Pas du tout maire d'un petit village. C'était vraiment exclu à l'époque. En plus, il y avait fort peu de femmes élues à l'époque. Non, j'ai pas du tout envisagé d'être élue. Et finalement, est-ce que vous êtes devenue médecin? Pas du tout. Non. Je suis devenue assistante sociale tout simplement. Et j'ai exercé pendant 26 ans.
C'est un métier où vous avez aussi été en relation avec des élus. Absolument. On était très en relation avec les élus, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que ce métier-là, il vous a appris aujourd'hui, enfin, qu'après a pu vous servir dans votre métier, dans votre mandat d'élu? Alors, d'abord le contact, la bienveillance, se rendre compte des cas possibles, des cas sociaux, être vigilant quant à la façon d'approcher les gens, je pense. Peut-être en plus, au point de vue, comment dirais-je, administratif, d'être quand même très au courant des lois, des possibilités d'aide, des possibilités d'un fonctionnement d'une municipalité quand même. Hein. Et donc, vous travailliez à Paris à ce moment-là? En banlieue parisienne. J'ai travaillé dans Paris et ensuite en banlieue parisienne. Comment est-ce que vous découvrez Thermes d'Armagnac? Tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard, par mon mari et par un collègue de mon mari, dont les parents habitaient le Gers et qui nous a dit pour la retraite, tu envisages où et mon mari avait dit dans le sud-ouest, mais il pensait plutôt à la Gironde, etc. Et on a découvert le Gers tout à fait par hasard, en venant à Pâques en 73. À Pâques avec le petit Thibaut. Avec le petit Thibaut qui était en porte-bébé et qui avait 3 mois. Et là, vous vous êtes dit, c'est un bon endroit pour élever Absolument. un enfant. Le paysage nous a plu, les collines du Gers sont très belles, le paysage était très beau à Pâques. Et on s'est dit, tiens, oui, on est resté 8 jours, nous sommes restés 8 jours à Plaisance du Gers. Et ensuite, nous avons visité les petits villages sur la colline. Mon mari voulait de l'eau pas très loin pour aller à la pêche, il voulait un bois derrière, il voulait une vue sur les Pyrénées et on a réussi à tout avoir. Donc Thibaut, toi tu as grandi à ce moment-là à Thermes. Comment est-ce que c'était de grandir ici? C'est super. C'était super parce que d'abord j'avais mes parents à temps plein puisqu'ils étaient à la retraite. Et puis le Gers et en particulier Thermes d'Armagnac, c'est un terrain de jeu extraordinaire parce que on peut faire plein de choses. Et donc j'étais à la fois très libre et très entouré. Donc j'ai eu une enfance très très heureuse. Et vous, donc Dany, à ce moment-là, vous commencez au fur et à mesure à vous engager? Pas vraiment, c'est mon mari qui était plus engagé. Mon mari a été conseiller municipal, on s'est battu pour l'école à l'époque. Et ce qui fait qu'il a été élu avec trois autres collègues. Nous sommes battus parce que l'inspecteur primaire proposait un second poste dans une classe unique, qui était importante, où il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait en plus une femme enceinte au village et puis des enfants petits. Et le maire refusait de doubler la classe. Et donc on s'est battu avec l'inspecteur primaire. Et la classe, le poste a été obtenu. Et donc, il a été élu sur cette lancée de parents d'élèves, avec 3 autres parents d'élèves. Parce qu'il faut savoir que donc, vous venez d'une lignée, d'une famille très engagée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Les parents de mon mari, le père de mon mari était premier adjoint dans un village de Lorraine. Lui-même était 3e adjoint à Bagneux. Il était au logement et adjoint à l'aide sociale et au logement. Et non, de mon côté à moi, non, il n'y avait pas d'élu de mon côté. Vous aviez une mère quand même très... J'avais une mère active, mais qui travaillait, qui était active, mais pas élue. Sur le plan politique, vraiment, ça ne l'intéressait pas vraiment. Votre mari était syndicalisé, il me semble aussi? Oui, mon mari était syndiqué, bien sûr. Syndiqué, pardon. Donc, votre mari commence à s'engager sur cette histoire d'école. Et vous, à quel moment est-ce que ça vous vient? Mais nous sommes engagés parallèlement, nous étions engagés à essayer de développer le tourisme sur Thermes, entre autres à développer la tour de Thermes, qui est une tour du XIIIe siècle, qui à l'époque ne servait à rien, qui avait été mise hors d'eau et qui avait été réparée par un précédent maire, qui appartenait à la commune, qui avait été exproprié.
mais par contre, qui était un terrain de jeu pour tout le monde. On montait dans les escaliers, les volets battaient, enfin, elle servait vraiment pas à grand-chose. Et on se disait avec mon mari que c'était un fabuleux instrument à développer, ce qui n'était pas du tout l'avis de la municipalité à l'époque. Et on s'est en fait bloqué à la municipalité qui trouvait que c'était complètement aberrant de développer une tour du XIIIe siècle, qui trouvait quels seraient les cons qui viendraient voir 3 pierres l'une sur l'autre, et que franchement, ça n'avait aucun sens. Quelles ont été les étapes qui, au fur et à mesure, ont fait que cette tour a pu Mais en fait, se c'est le développer? développement de la tour qui nous a le plus... parce que comme conseiller municipal, mon pauvre mari pouvait absolument rien faire. Ils étaient 4, absolument contre 7 élus qui étaient des cultivateurs et qui bloquaient absolument toutes les possibilités de développement à l'époque. Et vraiment, ils ne voyaient pas le sel de faire quoi que ce soit, ni pour l'école, ni pour... Et à ce moment-là, on est dans les années 70-80. Oui, on est en 82. Nous avons commencé à demander l'autorisation de nous occuper de la tour avec le Luther à l'époque, qui était une unité de tourisme interdépartementale. Et nous sommes rentrés dans Luther et nous avons créé une association. Et la municipalité nous a autorisés à utiliser la tour, moyennant quoi nous donnions un tiers à l'époque, quand nous avons créé le musée, un tiers des entrées allait à la municipalité. Donc ce qui nous bloquait sur le plan financier, on ne pouvait pas embaucher de personnel, on pouvait pas faire grand-chose. Toi, Thibaut, de voir tes parents qui s'engagent pour la tour, comment tu l'as vécu quand tu étais petit? Bien, parce que j'étais embarqué dans cette aventure. Je me souviens quand j'étais petit, je grattais les pierres de la tour, parce qu'à l'intérieur, on nettoyait les salles. Et puis moi, j'avais grandi au pied de la tour, puisque quand j'étais à l'école, souvent, on partait se balader dans la tour de terme. Et comme le disait maman, c'était un espace qui était complètement ouvert, donc un espace de jeu extraordinaire. Donc on était vraiment... j'ai été biberonné un peu à cette tour de terme tout de suite, et donc très amoureux de cet édifice. Nous avons nettoyé les murs. À l'époque, il y avait des coulures vertes qui dataient du temps où le toit était percé. Et donc, on a nettoyé les murs, on les a lessivés, on a retiré les pierres, on a nettoyé les couloirs. Enfin, on a fait... À l'époque, on a fait des équipes de nettoyage comme ça avec des collègues du village, avec des amis du village. On était une dizaine, une quinzaine. On s'est pris au jeu. Voilà. Et donc tout le développement de cette association autour de la tour, ça dure pendant les années 80-90. Ça a commencé en 82. On a créé le musée a ouvert en 85, autant que je me souvienne. Avec des salles. Alors on avait des collègues, on avait fait les costumes, nous étions allés chercher les mannequins de réserve dans les magasins qui fermaient. On coupait les jambes parce que les mannequins faisaient 1m85 et au Moyen-Âge quand même, les servants ne faisaient pas 1m85 ni les seigneurs non plus, ou très peu. Et donc on aménageait on les peignait, on faisait des costumes. Autant que possible authentiques, enfin les costumes, on faisait des recherches au niveau costume. Et voilà, nous avons aménagé 5 salles. Il y avait une salle Thibaut de Terme, partant rejoindre Jeanne d'Arc à Chinon. Qui n'est pas le même Thibaut que nous avons aujourd'hui sur la table. Non. Non, et mon prénom ne vient pas de là non plus. Non, pas non plus, pas du tout. Parce qu'à l'époque, nous ignorions que Thibaut de Terme existait. Et donc, nous avions fait une salle des mousquetaires, nous avions fait une salle... il y avait une salle... Henri de Navarre. Henri de Navarre, voilà. Nous étions allés chercher des estampes de costumes dans un château qui se trouve dans les Landes, là à côté, et où nous avons trouvé même des costumes de Louis XVI d'époque. Nous avons trouvé des malles. Ce château possède des malles de costumes d'un seigneur
qui est venu pour le mois de juillet, invité par Louis XVI, et qui est mort en route. Et nous avons il y a tout un lot de costumes authentiques de cette époque. Plusieurs costumes, alors 3 costumes de grande soirée, 3 costumes de deuil, 3 costumes, ce qu'il fallait amener à la cour quand on venait à la cour, quand on était invité à la cour. On a trouvé un trésor, là, franchement, dans un château, c'était magnifique. Incroyable. Et donc, Thibaut, toi, de grandir avec des parents qui sont très engagés comme ça dans leur village, mais aussi, j'imagine, en termes de conviction, comment est-ce que c'était ? C'était bien, tu es entraîné par cette dynamique-là, donc tu as envie aussi de partager et de t'inscrire dans cette les jeunes dynamique. Les jeunes nous aidaient, vous nous aidiez. Donc ça, c'est très important. Enfin, pour moi, ça a été important et ça a été aussi participer à être un déclencheur d'engagement et d'intérêt pour le patrimoine de la commune. Et quel était ton premier souvenir politique à toi ? Mon premier souvenir politique, tu veux dire ? C'est quand... alors, de mon engagement propre ? En général, d'un souvenir de quelque chose qui était politique, qui t'a 80, marqué. l'élection de Mitterrand. Ah ouais. C'est quelque chose que vous avez célébré ? Ouais, il y avait une grande fête ici et à la fois mon père, à un moment donné, était un peu triste. Et mon père était communiste et donc je suis allé sur ses genoux, je me souviens, c'était ici, là, sur le fauteuil. Et à un moment donné, alors qu'il y avait la fête, il était un peu replié sur lui-même. À un moment donné, je lui dis, mais papa, qu'est-ce qui va pas, machin. Il m'a dit, tu vas voir, on se fera avoir un jour. Et donc c'était un peu marquant et moi je comprenais pas pourquoi se faire avoir, d'où ça venait et ni pourquoi. Et je me souviens de ça. Voilà, ça c'était à la fois la fête, la joie de voir la tête de Mitterrand. Enfin, la gauche arrivée. S'afficher, tu vois, sur l'écran. Et puis à la fois un peu cette crainte de mon père. La tour se développe et finalement, vous rentrez au conseil municipal. Non, moi je ne suis rentrée au conseil municipal qu'en 2001. 2001, c'est-à-dire très tard après. Mon mari avait été sollicité. Il m'a dit non, mais toi, je pense que tu peux. Pourquoi êtes-vous ? En fait, on avait besoin de femmes parce qu'on commençait à parler d'équilibre entre les femmes et les hommes. Et donc, ils avaient besoin de femmes. Et en fait, ils sont venus chercher mon voisin qui a dit « Moi, je veux bien y aller si Dany vient aussi. » Pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Parce qu'on se connaissait bien, parce qu'il pensait que j'étais quelqu'un d'actif et que je sais pas. Et donc, en désespoir de cause, ils m'ont... En fait, parce qu'on ne trouvait pas grand monde en plus. Hein. Les femmes élues, il y a très peu de femmes qui acceptent de s'engager, surtout ici. Les femmes restaient à l'époque très en retrait de leur mari. Alors, peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, c'était pas... En 2000, c'était pas simple quand même. Et donc... Et surtout chez les cultivateurs, les femmes sont pas très souvent en avant à l'époque. Pour vous, donc, c'était important d'y aller aussi d'un point de vue féministe ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pensais pas pouvoir faire grand-chose en fait à l'époque. Je savais pas trop ce qu'on allait faire. Mais ça m'intéressait de voir comment la municipalité allait évoluer. C'était pas du tout une liste politique, hein, c'était des listes... pas du tout. Donc en 2001, vous êtes élu au conseil municipal. Qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là sur le fonctionnement d'un conseil municipal ? Alors pas grand-chose, parce que quand même j'étais conseillère municipale dans une grande ville, donc j'ai pas découvert grand-chose au niveau du fonctionnement. Par contre... je trouvais qu'on était très stagnant, que le maire ne faisait pas grand-chose, qu'il ne réunissait pas souvent, c'est-à-dire le minimum, en fait, il partageait rien à l'époque. Ce maire, c'était un jeune maire qui avait été mis là un peu comme ça politiquement et qui avait pas vraiment envie d'être maire, en réalité. Donc, il faisait ça un peu par-dessus la jambe. Il avait une profession industrielle. Il travaillait dans une petite usine à une quinzaine de kilomètres d'ici.
Et en fait, ça l'intéressait pas vraiment. Il était très jeune, hein. Il avait, je crois, 31 ans, 30 ans. Donc c'était un peu une déception pour vous à ce moment-là? Oui, oui, je trouvais que vraiment, il y avait des choses qu'on ne faisait pas, quoi. Alors on avait des commissions, mais en fait, le maire nous réunissait très peu, c'est-à-dire vraiment une fois par trimestre, hein, le minimum syndical. Et en 2003, badaboum, qu'est-ce qui se passe? 2002. En En 2002, 2002, on lui a demandé de faire des choses. En 2001, fin 2001, on lui a dit, écoute, ça va pas du tout. Début 2002, un an après les élections, on lui a dit, écoute, ça va pas du tout, il faudrait faire ça, ça, ça. Oui, je vais faire. Alors, il était d'accord. Et 6 mois après, il y avait toujours rien de fait, il y avait rien qui fonctionnait. Donc, on s'est réunis à plusieurs en disant, ça va pas du tout. Et en conseil municipal, un an après, fin 2002, on lui a dit que ça n'allait pas et qu'il fallait absolument qu'il n'avait rien fait de ce qu'il avait dit qu'il ferait et que c'était pas possible. Et moyennant quoi, il nous a donné sa démission, qu'il a repris le lendemain matin à 9h. Alors en fait, moi j'étais la plus âgée du conseil municipal. Donc étant la plus âgée, il m'a dit, vous prenez les clés, Madame Renaudin, et c'est vous qui êtes maire jusqu'à dorénavant. Ah oui, c'est ça, c'est dans la loi. Oui, c'est la loi. C'est le plus âgé du conseil qui prend le... Comme au moment des élections, c'est lui qui tire les votes. Et donc, je me suis retrouvée avec les clés de la mairie. Mon mari m'a dit, tu verras, demain matin à 9h. Et le lendemain matin à 9h, il me téléphonait me disant, je suis désolée, non, mais je reste. Donc, j'ai rendu les clés. Mais à partir de là, on a fait un rapport, on s'est réunis à 7. Et nous n'étions plus que 9 au conseil municipal, il y en avait 2 qui étaient déjà partis. Et à 7, nous avons fait un rapport au préfet que nous avons transmis à la préfecture et dont nous n'avons eu aucune nouvelle. Ça, c'était en février 2003. Et en septembre seulement, nous avons été reçus par un nouveau préfet qui venait d'arriver. Et nous sommes partis à Auch avec 7 rapports sous le bras. Et nous avions demandé une interview, un rendez-vous au préfet qui nous a dit, j'ai déjà reçu votre maire, voilà, il ne veut pas démissionner. Donc c'est à vous de démissionner. Et nous avons dit non. Nous n'allons pas démissionner parce que nous faisons nos commissions, nous travaillons, mais nous ne démissionnons pas. Il nous a dit, alors je serai obligé de vous dissoudre. Et nous avons été dissous le 24 décembre 2003 en Conseil des ministres. Vous vous souvenez, le jour de Noël, donc, enfin la veille de Noël. Oui, le 24 décembre. Ah oui, vraiment. Et une délégation spéciale a été nommée sur Terre, avec une secrétaire générale de la sous-préfecture de Mirande, un officier de gendarmerie, un officier supérieur et un financier de la préfecture. Et ils ont réorganisé les élections pour le mois d'avril, date à laquelle j'ai... Et là, donc, il y a des nouvelles élections, il faut monter une liste. Comment est-ce que vous arrivez à être tête de liste? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je ne voulais pas du tout être tête de liste. Je ne voulais pas du tout être maire. Je voulais bien être premier adjoint, je voulais bien être adjoint, mais je ne voulais pas être maire. Et finalement, ce sont les collègues qui m'ont dit, mais si, parce que nous, on n'a pas le temps, il n'y a que toi, tu es en retraite, tu sais faire, tu étais assistante sociale, tu sais comment fonctionne une municipalité, il faut absolument que ce soit toi qui sois élu, et j'ai été élue comme ça, voilà. Les gens vous ont supplié. Ah oui, vraiment. Vraiment. Et toi, Thibaut, comment est-ce que tu as vécu le fait d'avoir ta mère qui est élue maire? Bon, ça m'a pas surpris d'abord parce qu'elle était déjà très, très impliquée. Donc j'ai vécu ça avec fierté et enthousiasme. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu es toujours à terme? Alors moi, je suis plus à terme. Je travaille à Toulouse. Je suis entre Toulouse et Paris déjà. Donc j'habite Toulouse et je travaille beaucoup à Paris. Donc je fais les allers-retours Toulouse-Paris. Puis je rentre tous les 15 jours ici, puisque je m'occupe de l'association qui gère la Tour de Terme, d'une des associations. Et donc, je rentre très fréquemment ici.
Donc tu restes très attaché à ton Oui, je village. suis toujours resté très ouais. attaché. Même quand j'étais étudiant, je rentrais très souvent ici parce que j'ai toujours piloté des associations dans le village et donc naturellement, j'ai jamais perdu le contact avec mon village, même si j'étais loin. Au comité des fêtes à 16-17 ans, c'est ça? Oui, j'ai commencé d'abord à m'impliquer au comité des fêtes quand j'avais 14 ans, 13-14 ans. Et puis après, je suis devenu, on a monté un comité des fêtes, on était 3, que j'avais 17 ans. Et donc j'étais vice-président de ce comité des fêtes et qui a fonctionné pendant 2-3 ans, qui était un moment extraordinaire. Pourquoi tu avais envie de continuer à t'engager dans des associations locales à ce moment-là, alors que tu aurais pu rejoindre des associations étudiantes ou d'autres associations à Toulouse? Non, à 17 ans, j'étais ici encore. Je suis parti à Toulouse, j'avais 19 ans. Donc, mais j'ai toujours gardé une implication associative très forte ici dans mon village. Voilà, ça a été le comité des fêtes, puis après, c'est l'association culturelle. Mais c'est les gens qui t'ont donné envie de ça, ou c'est aussi le lien avec le territoire? Oui, c'est les deux, puis c'est l'envie de monter des projets, de créer des choses, d'embarquer des gens différents autour de projets qui sont souvent un peu neutres et d'agréger des gens différents. Moi, c'est ça qui me motive beaucoup, toujours. Et d'être un peu chef de bande et d'initier des projets qui ont du sens et de faire en sorte que ça crée des dynamiques collectives. Et à Toulouse, tu faisais quoi comme travail? Alors, quand j'étais étudiant, d'abord j'étais étudiant, je fais des études d'histoire, donc ça fait aussi un lien avec. Moi, je voulais être journaliste, donc et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pareil. Quand j'étais à Toulouse, j'étais militant syndical quand j'étais étudiant. Et puis, bon, c'était intéressant, mais souvent un peu binaire. Et ma compagne de l'époque m'a dit, ça serait quand même bien que tu t'engages un peu concrètement sur les questions d'éducation dans les quartiers de la politique de la ville. Elle était engagée dans une association qui s'appelle La Fève. Et donc, j'étais bénévole dans cette association. J'étais aussi bénévole dans les Restos du Cœur, où là, je me suis rendu compte aussi de la difficulté de la vie. J'allais servir la soupe on allait chercher, on faisait la maraude avec un camion des Restos du Cœur tous les lundis soirs pour aller chercher les gens et qui se déplaçaient même plus pour venir demander à manger. Donc là, on voit la réalité qui est un peu rude. Et puis, donc j'étais bénévole à la Fève et puis il a fallu que je fasse mon service militaire, parce que ça existait encore. Et il y avait un dispositif qui s'appelait les services nationaux villes. On faisait 10 mois dans une collectivité ou une association qui s'impliquait dans les quartiers de la politique de la ville. Donc, j'ai demandé à faire mon service militaire à la Fève, où j'avais été bénévole, ce qui a été accepté. Et j'ai été incorporé au 1er janvier 1997. Et, sauf que j'ai eu un cancer de la thyroïde, et donc j'ai été réformé au bout de 1 mois et demi, 2 mois de l'armée. Ils n'ont pas voulu me garder, moi j'avais envie de rester, mais ils n'ont pas voulu me garder. Et les gens de la Fève de l'époque m'ont dit, mais ça ne nous arrange pas que tu partes maintenant, si tu veux, on te garde. J'étais en maîtrise à l'époque, on te garde pour ton année de maîtrise, tu finis l'année. Voilà. Et donc je suis rentré comme ça. Et puis après, le dispositif d'emploi jeune est arrivé. Ils m'ont dit, si tu veux, on peut te garder. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Voilà, donc mes études se sont arrêtées petit à petit. Et puis, j'ai été responsable de la Fève sur le quartier du Mirail, et puis sur le département de la Haute-Garonne, et puis sur la région, et puis j'ai été directeur délégué nationalement, et puis après secrétaire national, puis secrétaire général pendant une dizaine d'années. Et ça, vous, comment vous le voyez à l'époque, Dany, le parcours que prend Thibaut? Moi, ça ne m'étonnait pas du tout, parce que son père était quelqu'un de très actif, et ça ne m'étonnait pas du tout, hein, franchement. Ça vous étonnait pas du tout qu'ils prennent des responsabilités associatives? Absolument pas. C'était très naturel. Avec autant de personnes très engagées autour de la table, comment ça se passait les dîners de famille? Je me souviens de discussions, mais je me souviens pas Non, si, on discutait beaucoup. On discutait beaucoup. On discutait politique, on discutait bien sûr. Mais il n'y avait pas de contestation, pas vraiment. On ne remettait pas en cause les choix, je pense pas. Non, moi j'étais très merdeux d'abord quand j'étais jeune et j'étais étudiant. J'avais des parents communistes. Moi j'étais pas communiste, donc bien sûr les discussions étaient souvent très vives sur un certain nombre de sujets. Mais on avait quand même beaucoup évolué au niveau du parti. Oui, mais moi je voyais des choses à Toulouse par exemple où je militais aussi avec des communistes avec qui j'étais par ailleurs ami. Moi, je suis quelqu'un de gauche, mais pas communiste. J'étais surtout engagé. Je croyais beaucoup à la question de l'écologie et de l'Europe. C'est deux choses qui m'ont toujours beaucoup animé. Dès les années 90?
Ouais, dès les années 90, ouais. Ouais, très, très, très progressivement, à partir de 94-95, j'étais assez mobilisé sur ces questions. Et je militais, moi, à Toulouse, avec des gens qui avaient été dissidents au Parti communiste et qui ont cru beaucoup à la question de l'environnement, début un peu de cette problématique-là, et de l'Europe, la construction européenne. Et donc, j'ai grandi avec ces gens-là. Et donc, voilà, donc les débats à la maison, forcément, étaient un peu vifs. Avec mon grand-père, un peu même avant, mon grand-père surtout qui avec le grand-père. est mort en 1993. Et donc, avant qu'il meure, j'avais des discussions. Lui, c'était un communisme de guerre. Donc, c'était vif, nos échanges. Et qu'est-ce qui a fait justement ton réveil écologique? Quel a été ton déclic? D'abord, le contact avec des gens qui sont impliqués sur ces questions-là. Et puis, je me souviens d'une manifestation à Toulouse contre. Alors, ça ne s'appelait pas AZF à l'époque, c'était la carte. J'oublie le nom, en tous les cas, c'était à côté du site d'AZF où ils déversaient des produits dans la Garonne. Et donc, je me souviens d'avoir manifesté là et dans le silence le plus absolu, parce que et la gauche et la droite traditionnelle se moquaient de ces questions d'environnement. Et donc, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible, voilà, parce que manifestement, on est dans une démarche de destruction de notre environnement proche, mais tout le monde s'en foutait. Donc, je me suis dit, bon, ça m'a marqué. Et puis, donc, l'écologie politique, pour moi, avait du sens, parce que elle permet de penser l'homme en solidarité, enfin les êtres humains en solidarité dans l'instant, et surtout de penser la protection de l'environnement aussi pour les générations qui viennent. Donc la notion on emprunte la terre sur laquelle on vit aux générations futures. Donc il faut qu'on fasse en sorte que demain soit le moins détruit possible. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivé moi sur la question écologique. Alors Dany, est-ce qui vous a convaincu un peu sur ces questions écologiques au fur Bien et à mesure? sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que nous sommes d'une génération où l'écologie, on en parlait peu. On avait d'autres préoccupations importantes. La guerre, ça a été, bien sûr, tellement... la guerre a été quand même très présente à notre génération. Hein. Moi, j'avais 6 ans à la déclaration de guerre. Mon mari en avait 7 de plus. On était des enfants de la catastrophe, quoi. Hein. On est parti. Moi, je suis partie sur les routes. On est parti. On a fait l'exode. On s'est retrouvés dans des fermes. On s'est retrouvés bombardés, mitraillés sur la route. Donc pour nous, on était une génération de survie en fait et de calme. Après la guerre, notre génération à nous qui avions 20 ans en 52 ou 53, on n'avait qu'une envie, c'était de calme, de fonder une famille, de faire des choses, d'améliorer d'améliorer le sort des gens, mais parce qu'après la guerre, il y a quand même eu beaucoup de bouleversements. C'était pas vraiment notre priorité, l'écologie. On n'en avait pas conscience. Hein. On en a eu conscience à la génération de 80, à ce moment-là, mais pas avant. Donc en 2003, vous, quand vous êtes élu, quels sont les premiers chantiers que vous avez pour la mairie ? Premier chantier... le premier chantier important, ça a été de résoudre le problème de la traversée de Terne, de créer une place autour de la mairie, parce que nous avions 2 routes qui se coupaient angle droit et les gens traversaient le village dans les 2 sens à 90 à l'heure. C'est une départementale qui traverse Terne, qui fait Aignan-Riscle, et c'était vraiment très... Donc le premier chantier, ça a été ça. Ça a été de résoudre ce problème, de dévier la route, de faire un carrefour au milieu, une espèce de déviation, de créer une place qui soit un peu jolie, parce que c'était un morceau, il y avait eu de l'asphalte et rien du tout, et 3 cailloux. Et donc ça a été ça. Le premier chantier, gros chantier de la municipalité, ça a été ça. Et puis de récupérer des finances, parce qu'on n'avait absolument plus de finances, et faire des économies et essayer
de pouvoir ensuite faire un certain nombre de choses, quoi. Donc vous vous êtes rendu compte de cette situation financière au moment où... Ah oui, j'ai été élue, Ouais. oui. Ça, on a découvert qu'on n'avait absolument aucune possibilité financière, un budget misérable, pas d'équipement pour l'ouvrier municipal, qu'on n'avait que quelques heures, on n'avait pas de matériel, on avait rien. Rien, très peu de choses et très peu d'heures à donner. On a même supprimé la femme de ménage et c'est nous qui faisions le ménage à la mairie parce qu'on pouvait pas faire autrement. Ça rend humble, j'imagine, Ah oui, ouais. de s'occuper d'un... Mais il y a une équipe très soudée, très bienveillante, très gaie. Enfin, ça se passait bien. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que ça se fait que vous êtes arrivé à une situation financière aussi Parce que compliquée? notre mère faisait les achats de désherbants et avait un peu détourné l'argent de la mairie au profit probablement d'une exploitation agricole. Et donc, nous en sommes aperçus parce que j'ai eu à payer la première année une facture de 7 400 € de désherbant et que j'avais aucune idée de ce qu'on utilisait comme désherbant. Et qu'en plus, le jardinier venait de me dire qu'il fallait du désherbant pour le cimetière parce qu'il n'y en avait plus, parce qu'à l'époque, on mettait encore du désherbant. Et donc, je me suis renseignée auprès de mes collègues à Aignan. C'est un village de 900 habitants. Nous, on avait 186 habitants à l'époque. Et j'ai demandé combien il utilisait de désherbant. Il m'a dit, oh, mais écoute, moi j'ai 2 cimetières, alors j'ai dépensé 700 € cette année. Moi, j'avais dépensé 7 400. J'ai téléphoné à un autre collègue dans la Plaine qui a le même village que moi, le même cimetière, et qui lui dépensait 250 € de désherbant par an. Donc, ça m'a un peu paru bizarre et j'ai fait une enquête et je me suis rendu compte que voilà. Il y avait une société de Toulouse qui nous fournissait 7 400 € de désherbant par an. Donc, nous avons convoqué le maire, les élus, nous sommes réunis, nous avons convoqué le maire, les adjoints et le maire, l'ancien maire, et nous lui avons demandé des comptes. Il nous a ramené 3 bidons de désherbant avec des étiquettes dessus où il y avait naturellement l'adresse de la ferme dans laquelle il avait envoyé le désherbant. Et donc, j'ai fait une enquête auprès de la société qui fournissait le désherbant sans rien dire. J'aurais demandé qu'il me fasse un listing parce qu'il me proposait de renouveler le contrat. Donc, j'aurais demandé qu'il me fasse un listing de ce qu'on avait utilisé comme désherbant depuis 2000. Ce qu'ils m'ont donné. Et avec ça, je suis allée trouver la secrétaire générale de la sous-préfecture qui avait été maire ici pendant 3 mois. Et j'ai vu avec elle ce qu'on pouvait faire. Donc on a décidé avec un ami avocat de Thibault de convoquer le maire. Je lui ai dit qu'il devait me rembourser. Il était en plein divorce, il avait plein de soucis personnels. Il avait des enfants petits, donc je ne voulais pas attaquer en justice, mais je lui ai dit, tu me rembourseras tant par an. Et il a mis 4 ans, mais il m'a remboursé. Il m'a remboursé, à l'époque. Ah ouais, c'est impressionnant que vous avez pu régler en fait à l'amiable. Voilà, on a réglé. Ouais. Avec la surveillance, il savait que la sous-préfecture et la préfecture étaient d'accord. Hein. J'avais donné les preuves j'avais fait un dossier. Mais il nous a remboursés. Est-ce qu'il y avait des spécificités au fait d'être une femme mère ? Est-ce que vous pensez que ça... Alors, nous étions, à l'époque, 6 femmes, 5 hommes à la municipalité. Ensuite, on a basculé 5 hommes, 6 femmes, parce que... 6 hommes, 5 femmes, parce que forcément, sur 11... c'est assez étonnant, quand même. Là. C'est assez rare, je pense, dans le coin. Et est-ce que le fait d'exercer le pouvoir en tant que femme, c'était différent de la façon dont les hommes faisaient, que vous aviez pu observer avant autour de vous ?
Je ne sais pas, non. Je pense pas que ça soit différent. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense, honnêtement, il n'y a pas de règle. Et vous avez pas. Est-ce que vous avez pu souffrir à certains moments de propos sexistes, de remarques ou est-ce Pas que du ça- tout. Non, Absolument pas. Ah non, pas du tout. Ah non, non. ça a filé droit. Ah non, pas du tout. Enfin, Très bien. Donc pendant ces 3 mandats, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier que vous avez pu faire sur la commune? d'avoir redressé les finances, d'avoir développé, d'avoir un peu embellé le village, d'avoir créé un esprit de groupe où les gens, je pense, un esprit un peu familial, je pense, au niveau du conseil municipal. Quels étaient vos moments préférés en tant que maire? Moment préféré. Des mariages, des commémorations? Ah, je sais j'ai pas. eu pas mal de mariages. J'ai eu presque un mariage tous les ans. Et une année, j'en ai eu 2. J'ai eu des... Oui, ça c'est très festif, c'est très agréable. Ouais. Mais les gens sont heureux en général. Bon. Donc c'est vraiment un moment de convivialité. J'ai marié un fils, 2 fils même. Et votre mari, il appréciait le fait que vous passiez autant de temps à la mairie? Oui, ah oui, oui, non. Il n'était pas du tout en compétition, hein, absolument pas. Non, non. Il me était dit- fier de vous? Oui, je pense, oui. Et il me disait, tu sais, tu es plus psychologue que moi, tu feras passer les choses mieux que moi. C'est plus facile, tu verras, tu y arrives beaucoup mieux que moi. Donc c'était votre conseiller de l'ombre et puis vous, la Mais diplomate. souvent, je discutais avec lui des choses. Je lui demandais son avis. Souvent, je lui demandais son avis. Et donc Thibaut, toi, à un moment, tu reviens habiter à Termes? Oui, mon papa était un peu âgé, quelques soucis de santé. Et on se dit avec ma compagne que c'est peut-être le moment de revenir et puis d'être à côté d'eux. Et donc c'est ce qu'on décide de faire. C'est un choix à 2, sachant qu'elle n'est pas originaire du tout d'ici, donc c'est quand même pas rien. Moi, je suis en pleine période de changement un peu professionnel, donc je peux renforcer le télétravail. Qu'est-ce que tu fais à l'époque À professionnellement? l'époque, j'ai commencé à créer une structure qui s'appelle InSit, donc qui mobilise des jeunes dans des petits villages pour accompagner les maires, justement. Et donc, je suis en même temps, je suis délégué général d'un mouvement citoyen qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. Et donc voilà, j'adapte mon temps progressivement et je bascule ici. Et il se trouve que ma maman veut arrêter d'être mère. Et c'est son premier adjoint qui est plutôt positionné. Sauf que son premier adjoint déménage, et change de métier et a déménagé ensuite dans la foulée. Et donc voilà, la place s'ouvre et je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose dans mon village. Et pour revenir juste avant ça, donc par rapport à Bleu Blanc Zèbre et InSit, qui sont donc des initiatives très marquées localement, avec des maires, à quel point est-ce que ces élans entrepreneuriaux dans le milieu social, ils ont été nourris par ce que tu pouvais observer à Termes? Oui, naturellement, et puis par mon parcours associatif dans mon village, c'est-à-dire, j'avais une carrière professionnelle plutôt dans la politique de la ville, milieu que je connaissais pas ou pas du tout, donc j'ai acquis un certain nombre d'expériences dans ma vie professionnelle, et puis je me suis dit, j'ai passé plus de 20 ans, au bout de 20 ans, je me suis dit, peut-être c'est le moment d'apporter aux territoires que je connais le mieux, qui sont les territoires ruraux, ce que j'ai appris de la politique de la ville. Et donc, ma vie professionnelle s'est adaptée à ça. Et bien sûr, elle s'est inspirée de ce que j'avais vu de mes parents, de ce que j'avais appris dans mon village, de mes engagements dans l'association culturelle, puis le comité des fêtes. Moi, j'ai beaucoup appris en m'engageant au comité des fêtes. Je le cite souvent. Et donc, voilà, donc tout ça a alimenté cette envie de dire, on va prendre la destinée d'un petit village dans un esprit d'équipe, comme le disait maman tout à l'heure. Et on va embarquer quelque chose pour changer la vie des gens et essayer de faire en sorte que dans ce petit village, on y vive un peu différemment qu'ailleurs.
Et comment ça t'est perçu dans ces entreprises-là ou dans ces associations, dans ce milieu, le fait que tu gardes justement un lien très fort avec Terme? Est-ce que des fois ça a pu aussi être un frein parce que tous les allers-retours à faire Non, ça n'a jamais été un frein. Non. Puis je suis trop libre pour que, en plus, qu'on me dicte quoi que ce soit. Non, mais ça n'a jamais été un frein. Voilà. Et puis ça, c'était de fait et c'était pas négociable. Et c'était aussi, et pour le coup, c'était aussi moteur, c'est-à-dire que t'as senti que ça pouvait aussi être source de crédibilité? Oui, forcément. Ça participe à ancrer les choses. C'est-à-dire, on est dans le réel, donc on fait avec ce réel-là. Et ce réel-là, il est forcément il est moteur. Et donc, ça illustre aussi concrètement comment on peut faire changer les choses directement. Il ne s'agit pas de faire des phrases, de dire voilà comment on peut changer des systèmes, mais il faut se confronter à ça localement pour pouvoir ensuite apporter cette expérience et donc cette crédibilité. Est-ce que ça vous a rassuré que le fait que Thibaut se positionne à ce moment-là? Bien sûr, parce qu'on avait tout de même beaucoup bagarré dans cette municipalité. Ça aurait été désespérant qu'il n'y ait pas de suite. Puis je savais qu'il était très actif et que franchement là, il ferait même beaucoup mieux que moi, et qu'il a des moyens techniques que je n'avais pas à l'époque. Vraiment, j'étais ravie que cette équipe prenne la succession. Mon mari, en plus, était un peu malade, était malade à l'époque, donc j'ai pu passer les derniers 6 mois avec lui à la maison, c'était plus facile. Non, moi j'étais vraiment heureuse comme tout que la succession se passe de cette façon-là. Mais c'est vrai avec les collègues, on a fait beaucoup de choses. On a fait les adressages, par exemple. Vous savez, à Terme, il y a des quantités de petits lieux-dits. Les livreurs se perdaient. On a commencé l'adressage en 2010. On a fini l'adressage en 2017. Hein. On a prévenu les grands services, les pompiers, etc., les secours, parce que les gens se perdaient quand il y avait une urgence. On avait par exemple deux endroits, il y avait Magné et Magnès, ce qui s'écrivait absolument la même chose, qui n'était pas du tout l'un à l'autre bout de Terme. Enfin, c'était compliqué pour les gens d'arriver, donc on a fait ça. J'ai un collègue qui s'y est collé et qui vraiment, on avait refait aussi le plan du cimetière, etc., ce qui est en général une catastrophe pour les maires, les cimetières. Non, mais tu as oublié des trucs, c'est très bien, l'adressage est très bien, le cimetière, en fait, tu as engagé près de 700 000 € de travaux pour changer complètement le site de Terme, un parking, un musée, un centre... Le site de la tour. Donc, il faut... T'as un bâtiment d'accueil, t'as aménagé le centre du village. Absolument. Voilà. Oui. Elle est modeste? Elle est trop modeste? Bah oui, l'adressage c'est super, mais il y a quand même. Mais c'était très important aussi, ça. Mais t'as fait 1000 autres trucs, donc qui engageaient une responsabilité importante du village. Comment ça a été le moment de la passation? Comment ça s'est passé? Oh, génial. Génial. Je vais donner mon écharpe. Non, c'était un moment très émouvant. C'était très fort. C'était très émouvant parce que c'est ma maman qui m'a mis l'écharpe, qui lui avait été offerte par mon père. Et donc, forcément, il y avait une transmission très forte. Mon père était encore vivant à l'époque. Donc, c'était un moment très, très intense, oui. T'as lu la fierté de tes parents en leurs yeux? Oui, la fierté, et puis ma fierté aussi, enfin, l'envie. Enfin, il y a une transmission qui est... c'est à la fois très intime et très public, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans la mairie. Et c'est un moment de responsabilité. Et ça croise aussi l'intime. Voilà, donc déjà être maire, c'est bouleversant parce que c'est un très beau mandat. C'est une très grosse responsabilité, mais un très beau mandat. Et puis là, ça croisait des choses qui sont encore un peu plus intimes. Et vous, Dany, quel conseil est-ce que vous lui avez donné au moment où il est devenu maire? Aucun. Il était grand, suffisamment grand. Débrouille-toi. Ah oui, absolument. Non, il n'y a pas de conseil à donner dans ce domaine en plus. Mais pourtant, tous les midis, Thibaut, tu viens déjeuner avec ta maman et tu prends cette matière-là aussi, si j'ai bien compris. Oui, mais d'abord parce que c'est le retour dans le Gers, c'était ça. L'idée, c'était d'être aussi avec mes parents et de m'occuper d'eux et d'être présent. Donc on croise, bien sûr, là aussi,
nos expériences respectives, parler de la mairie, des affaires de la mairie, etc. Et puis d'être ensemble. Voilà, mon papa est parti il y a 5 ans, bientôt. Et donc, c'est aussi de continuer ce lien-là, qui est tout à fait naturel et très fort. Et donc, comme j'ai dit, il y a 2 couches qui se croisent. Il y a la couche intime, familiale, et puis il y a la couche plus administrative, plus politique, plus territoriale, qui est intéressante. Et puis maman continue à nous filer des coups de main, y compris à la maison de retraite. Elle est bénévole dans les associations. Elle fait des costumes tous les mardis. Enfin, un atelier couture qu'elle pilote. Donc voilà, elle était toujours très active. Donc on est toujours, elle et moi, très impliqués dans le village. Est-ce que ça rajoute aussi un sens de la responsabilité de se dire ma mère a construit tout ça, tiens, j'ai pas intérêt à faire n'importe quoi? Oui, c'est vrai pour la commune comme c'est vrai pour les associations du village. Oui, oui. Oui, parce que c'est comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est mon père qui a initié le mouvement associatif sur Termes, sur le champ culturel. Donc c'est aussi une responsabilité. Puis j'ai mon frère aussi qui est très impliqué, ma belle-sœur, voilà. Donc une implication familiale qui est très forte sur le village. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on a eu ce témoignage hier. Alors, qu'est-ce qui rend Termes si particulier? Alors, la famille Renaudin. Ah oui, Ouais, c'est le maire, monsieur le maire. Sa mère auparavant, et avec le père de Thibaut, qui ont été des locomotives incroyables pour ce village, quoi. Mais c'est ça. Avec les difficultés qu'ils ont rencontrées il y a 40 ans. Lui, c'était jeune retraité. Ici, c'était très rural. Ils montaient à cheval le dimanche, ils tiraient à l'arc. Et malgré ça, ils ont créé une dynamique incroyable. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Bon, je pense que c'est pas la famille Renaudin, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais je crois qu'il y a une tradition d'implication de notre famille qui a toujours été très forte dans ce village particulièrement, qui s'est déclinée dans plein de choses différentes. Et c'est vrai qu'on a su peut-être un peu entraîner, mais c'est une responsabilité collective. C'est pas juste une famille, au contraire. C'est pas voilà. Bon, donc c'est vraiment cette dynamique collective qui est importante. C'est la modestie de la famille Renaudin. Ouais, mais il faut rester très modeste par rapport à ça. Je crois qu'on sait faire preuve de détermination, d'envie, sens de l'innovation. Mon père, ma mère, moi, on a su montrer ça. Bon, voilà, alors de façon différente, dans des moments différents, etc. Bon, donc ça peut marquer un petit peu, mais je crois que c'est la capacité aux gens de s'agréger autour de projets qui est intéressant. Au-delà donc de la transmission, toi, qu'est-ce que tu as amené de particulier à Termes? Ce que je suis, mon expérience, mes expériences passées, mon regard. Voilà, c'est ça que j'ai apporté, peut-être cette volonté de continuer à être innovant. Et puis cette expérience que j'ai eue pendant très longtemps de la politique de la ville, dans des quartiers difficiles, dans des problématiques très difficiles. Mais cette ultra-ruralité dans laquelle on vit a des points communs très forts, si on enlève les questions de discrimination, de problèmes ethniques, etc. Bon, le sentiment d'isolement, d'être loin, d'absence de services publics, difficulté de se projeter, etc. Bon, c'est un peu les mêmes segments un peu négatifs qu'il peut y avoir dans les quartiers de la politique de la ville. Donc j'ai amené ça. Et puis mon envie, mon énergie de faire en sorte que notre passage qui est très court sur cette planète bleue, ça soit le plus utile possible. Donc il faut tenter les trucs qui marchent, les trucs qui marchent pas. Et voilà, j'ai une très grande fierté, par exemple, d'avoir réussi à faire en sorte que l'EHPAD de Termes d'Armagnac soit le premier EHPAD de France, une petite unité de vie d'une 20aine de résidents, première unité, petite EHPAD de France, première EHPAD de France à être labellisée EcoCert, voilà, sur une nourriture bio, locale, faite maison. Voilà, ça c'est une grande fierté. Mais comme je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire avec la Tour de Termes, avec le développement de ce site, ou notre épicerie de produits locaux qu'on a créé juste pendant le Covid, pendant la crise de Covid, par exemple. Voilà. Et ça, c'est des fiertés collectives où je trouve que on a bougé des lignes. Voilà. Hier, quand on est allé se promener à Termes, on a parlé à plein d'habitants. Ils nous ont tous exprimé la joie qu'ils percevaient dans ce village, qu'en arrivant, on avait tout de suite l'impression de faire partie d'une famille et que ça donnait aussi envie de s'engager soi-même, de très vite rejoindre des associations. C'est quoi le secret d'un village aussi dynamique et joyeux? Je pense d'abord, c'est d'accueillir les gens quand ils arrivent.
Ils m'ont remercié, plusieurs habitants m'ont remercié de les avoir bien accueillis, ce que je trouve absolument indispensable. Enfin, ça me paraît invraisemblable de faire autrement, de les accueillir, de leur présenter le village, leur dire qu'ils sont les bienvenus, et puis de faire avec eux après, et d'essayer de les embarquer dans notre aventure. Je pense que c'est, puis être bienveillant, pas critiquer, essayer de... Je crois que c'est important. Oui, moi je dirais la même chose, bien sûr, accueillir, on continue toujours à accueillir quand il y a des nouveaux habitants qui arrivent dans le village, on fait un panier cadeau avec des produits de l'épicerie qu'on va amener chez les gens pour dire bienvenue. Et ici, vous êtes chez vous. Voilà. Vous n'avez pas besoin de passer 40 générations ici, d'avoir 12 ancêtres enterrés au cimetière, au boulevard des Allongés. Non, c'est pas. Si vous aimez être ici, vous avez fait le choix de venir ici, vous êtes d'ici. Et puis, c'est d'être, je crois, optimiste. Moi, ça, je suis trempé à l'optimisme de mon père. Et donc, cet optimisme-là de se dire tout est possible, on peut tout changer. Et voilà. Et donc, ça, c'est tout à fait fondamental. Et ça participe à créer une ambiance un peu dynamique, joyeuse et positive. Et voilà. Pour revenir sur cette question de l'EHPAD, pourquoi est-ce que c'était important pourquoi c'était aussi important d'avoir des produits bio locaux pour les aînés? Enfin, d'où est venu cet engagement-là? Quand j'ai pris la présidence de l'EHPAD il y a 2 ans et demi, avec la directrice qui était également élue avec moi, on s'est dit que la question d'abord de la bienveillance devait être au cœur de notre projet d'établissement. Et quand on a vu ce que mangeaient nos résidents, on s'est dit c'est pas possible. Parce que c'était de la nourriture qui venait d'ailleurs, qui était mauvaise, plus de 30% repartait à la poubelle à la fin du repas. Bon, rien n'était satisfaisant. Et donc, quand on est une personne âgée, les plaisirs se restreignent. Et donc, la question de la nourriture, c'est un plaisir facile d'accès et qui revient plusieurs fois par jour. Donc, il faut s'en saisir. Et puis, par ailleurs, ça a des vertus sur le plan nutritionnel, sur le plan de la santé, sur le plan cognitif, etc. Donc, on s'est dit, il faut changer ça. Et donc, en 6 mois, on a construit un projet. Il se trouve que la directrice est nutritionniste, donc diététicienne, pardon. Et donc, on a construit le projet. On est allé chercher des partenaires, des gens que je connaissais, mais par mes activités professionnelles, des partenaires privés, des partenaires publics. Et puis, on a réussi à investir près de 90 000 euros dans une cuisine avec un chef qu'on a embauché. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change la vie des gens. Ça change leur santé, ça change leur motricité, ça change parce qu'ils sont acteurs aussi de ce projet, pour ceux qui peuvent, hein, ils ne peuvent pas tous, mais ceux qui peuvent. Donc voilà, donc c'est un projet extraordinaire qui change la vie. Est-ce que bien vieillir aussi, c'est une préoccupation qui t'est venue en prenant soin de tes parents et de ta maman? Oui, alors je dois dire que la question de la vieillesse a été une angoisse pour moi pendant longtemps, parce que des parents âgés, qui m'ont eu âgé, à 40 et 47 ans. Et petit, pendant très longtemps, je me disais, mais quand j'aurai tel âge, est-ce que mes parents sont encore là? Donc ça, c'était une vraie angoisse pour moi de me projeter dans le temps. Donc j'étais pas naturellement tourné, et c'est pas pour rien, je pense que j'ai passé 20 ans à m'occuper de politique éducative, parce que j'étais plus tourné vers cet âge-là que vers le grand âge. Et quand on a repris l'EHPAD, on l'a vraiment fait, moi je l'ai vraiment fait par obligation, par devoir, pour ne pas abandonner les résidents qui étaient là, parce que le président de l'époque est parti très vite. Donc j'étais au conseil d'administration, il m'a dit bah voilà, c'est à toi maintenant de prendre. Ma maman s'est retournée vers moi, elle me dit bah oui, faut prendre. Bon, sachant que j'avais quand même de nombreux engagements déjà et peu de temps, mais donc je l'ai repris par devoir. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des engagements qui pour moi ont peut-être le plus de sens, sont très forts. Et donc, c'est un engagement qui a le plus de sens pour moi en tous les cas. Un de ceux qui a le plus de sens. Et quel autre... est-ce qu'il y a d'autres projets que Thibaut a pu faire dont vous êtes particulièrement fière, Dany? L'EHPAD, c'est énorme parce qu'on avait déjà sauvé cet établissement 15 ans avant. Et vraiment, j'avais à cœur de le garder sur terme. Hein. Vraiment, mais vraiment, cet engagement sur l'EHPAD, ça m'a vraiment emballé. Vraiment, il fallait absolument qu'on le garde, il fallait qu'il soit directeur, président de la page, il fallait vraiment. Et quel est le meilleur moment, ou le moment peut-être le plus touchant, le souvenir que vous gardez du mandat de Thibaut? Il y a beaucoup de moments qui pour moi, dont je suis très fière. Hein.
vraiment. Il y a eu l'inauguration du bâtiment de la tour, qu'on n'avait jamais fait parce le bâtiment était terminé, on était en plein Covid. Et je pensais que jamais on inaugurerait ce bâtiment d'accueil. Et ça m'a beaucoup touchée que Thibaut décide de l'inaugurer cette année et que je participe. Et que les élus qui m'ont aidé participent, soient invités. Ça, pour moi, c'était important parce que j'avais l'impression de quelque chose de pas fini. Alors que là, ça y est, c'est fini. C'est un aboutissement. Tu as ajouté quelque chose? Non, raison, c'est très joli moment. Pour finir, est-ce que vous pourriez me dire chacun peut-être un conseil que vous donneriez à un futur maire de Termes? Parce que, mon Thibaut, est-ce que déjà tu te vois maire longtemps? Je vais certainement me représenter donc en mars. Mais bon, 2 mandats, je pense que c'est pas trop mal. On verra après. Et donc, quel conseil est-ce que vous donneriez, ou alors à un jeune qui souhaite se présenter, s'engager pour sa commune? D'être bienveillant, d'être honnête. Alors ça, un maire, je pense que si on peut exiger quelque chose d'un maire, c'est qu'il soit d'une honnêteté absolument rigoureuse et désintéressé au maximum, vraiment. Là, le désintéressement, c'est primordial à mon avis. Moi, je dirais oser et faire avec les gens. Voilà. Être audacieux, oser faire les choses et surtout les faire avec les autres. Bon, pour repartir aussi du conseil de Dany tout à l'heure et pour conclure, je vais être très honnête, j'ai adoré cette interview. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à vous. Et à bientôt dans une bientôt. prochaine À bientôt. vidéo. Au plaisir de vous avoir. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, alors on imagine qu'il vous a plu. Pour nous soutenir, laissez-nous des étoiles, des commentaires, partagez l'épisode à vos copains et suivez-nous sur Instagram @vie de mère. Chaque soutien est hyper précieux. À bientôt dans une prochaine vie de mère.